Voilà, bonsoir, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous voir assez nombreux pour cette soirée du 72. Sur ce thème, l'intelligence artificielle, un regard chrétien. Un thème très actuel, c'est peut-être aussi cela qui fait qu'il y a un intérêt tout particulier. Alors, je n'ai pas cette habitude lorsque j'introduis les soirées du 72, mais une petite anecdote, même deux petites anecdotes, mais vraiment très brèves, vous inquiétez pas. Il y a quelque temps, on nous a demandé, enfin, plutôt à mon épouse, si nous pouvions donner une recette de cuisine. Le problème, c'est que cette recette, mon épouse étant américaine, elle était écrite avec les mesures américaines. Et donc c'était un peu exigeant parce qu'il fallait non seulement traduire la recette, mais en plus il fallait traduire toutes les mesures. Et j'ai eu l'idée d'essayer ChatGPT. Et effectivement, en l'espace de quelques secondes, on avait notre recette traduite avec toutes les mesures qu'il fallait. Il fallait juste changer la crème aigre, mettre crème fraîche, c'était mieux. Mais à part ça, le reste, c'était bon. Et puis, nous avions une cérémonie cet après-midi dans laquelle des chants en malgache ont été chantés. Et il y a eu un petit couac où on nous a envoyé un chant où il manquait des paroles. Il devait y avoir une traduction, mais il manquait plusieurs strophes. Qu'à cela ne tienne, mon collègue Paul est allé sur ChatGPT et ça a permis de traduire ces paroles dans ce qui semble avoir été un bon français, puisque personne n'a réagi bizarrement lorsque la traduction a été projetée. Donc voilà pour moi l'actualité de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a des enjeux un petit peu plus sérieux, un petit peu plus conséquents que cela. Et au-delà de l'anecdote, au-delà de cet aspect anecdotique dont on parle beaucoup, de ce que peut faire l'intelligence artificielle, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Et je ne vais pas en dire plus parce que ça va être le propos de notre orateur. Et donc, dans un instant, je vais demander à Mathias Gaillardeau de s'avancer, mais je lui laisse encore profiter de quelques instants à sa place. C'est toujours un plaisir de présenter nos orateurs et oratrices, mais c'est un plaisir tout particulier de le faire ce soir parce que ça arrive de temps en temps, et c'est le cas ce soir. C'est un orateur maison. Mathias avec son épouse Sarah, est membre de cette église, et c'est donc une joie toute particulière de pouvoir se mettre à son écoute ce soir. Donc, Mathias est scientifique des données, et c'est donc un thème, l'intelligence artificielle, qu'il connaît bien, et il a bien voulu relever le défi, le redoutable défi, de l'aborder pour nous ce soir. Donc, sans plus attendre, je vais l'inviter à prendre place. Non, je vais juste dire d'abord rappeler comment ça se passe, ces soirées, pour les personnes qui peut-être sont là pour la première fois, une soirée du 72. Heure limite de fin à 20h30, quoi qu'il arrive. À 20h30, on arrête la soirée. On n'a jamais dû interrompre un orateur, mais si vraiment il le faut, on le fera. Mais c'est très peu probable. Plus sérieusement, donc ça c'est l'heure limite de fin. Et selon la longueur de l'exposé de notre orateur, eh bien, nous aurons un temps de questions et de réponses plus ou moins long. Mais en tout cas, il y aura cette possibilité d'échanger avec notre orateur. Voilà, donc je reviendrai après l'exposé pour introduire le temps de questions. Mais en attendant, c'est un grand plaisir pour moi de demander à Mathias Gaillardeau donc de s'avancer. Bonsoir tout le monde. Merci Mathieu pour l'introduction. Alors oui, je suis Mathias Gaillardeau et scientifique des données pour le médical. Mon travail est d'aider les docteurs dans leurs projets de recherche pour construire des outils informatiques qui les aident dans leurs pratiques cliniques. L'intelligence artificielle, un regard chrétien. Alors pourquoi vous parler de ce sujet ? Au-delà de son actualité florissante, si j'ai accepté de parler de l'IA dans une perspective chrétienne, c'est pour deux raisons. D'une part, je suis chrétien, et d'autre part, l'IA est une composante importante de mon travail, que ce soit ma foi ou mon intérêt pour les sciences de l'IA. Ces deux aspects de ma vie ont émergé sur les 10 dernières années. Et j'ai pensé bon de m'arrêter un instant et d'apporter un regard chrétien sur cette science qui fait parler d'elle de plus en plus.
Récemment, j'ai demandé à un ami ce qu'il pensait de l'IA. Il m'a fait part de ses peurs, certaines non fondées et d'autres bien fondées. Et je me suis alors fait 2 remarques. Premièrement, il pensait qu'il existait déjà des chirurgies entièrement faites par des systèmes d'IA. Deuxièmement, il croyait que les systèmes d'IA en médecine seraient utilisés en remplacement des docteurs. Et n'avait donc pas pensé que ces modèles comme des outils d'aide au diagnostic ou à la chirurgie. Et cette conversation, en fait, est assez représentative de ce que j'ai pu observer ailleurs. Une connaissance étroite des capacités des modèles d'IA, aboutissant à des croyances erronées. Alors, il est normal que la connaissance sur un tel sujet soit petite, car l'IA est un sujet compliqué, voire complexe, et sa vulgarisation dans les médias et les raccourcis faits par ces derniers, parfois dans un souci un peu de sensationnalisme, requiert des approximations et peuvent générer donc une peur ou un engouement mal placé. C'est pour ça que je vous propose ce soir de vous donner des éléments de compréhension sur l'IA, en évitant les raccourcis dangereux, voir ensemble quelques exemples de ses avantages et aussi de ses dangers dans une perspective biblique. Je voudrais aussi qu'on se pose la question du débat autour de l'IA. Au fond, quel est le problème avec l'IA? Et enfin, analyser notre intérêt et notre peur envers l'IA pour comprendre ce que cela dit de nous en tant qu'être humain. Alors, avant d'aller plus loin, 2 disclaimers. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et n'ai été sponsorisé par aucune des entreprises que je serai amené à mentionner par la suite. Et ce sujet de l'IA est fortement tourné vers l'avenir. Donc il comporte beaucoup de zones d'ombre, malgré l'assurance de certains prédicateurs de l'IA. Et c'est dans ce sens que je souhaite dire que je ne suis pas prophète. Alors je souhaite vous avertir dès maintenant que mon discours encouragera la retenue et l'examen de toute chose. Malgré l'engouement récent pour l'intelligence artificielle, ce champ scientifique n'est pas nouveau. En 1950, Alan Turing, le mathématicien anglais qui joua un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes, est aussi l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Il se demandait si une machine pouvait penser. En 1956, un groupe d'esprits brillants, dont John McCarthy, Marvin Minsky ou Claude Shannon, organisa une conférence au Dartmouth College aux États-Unis. Cette réunion est souvent considérée comme la naissance de l'IA en tant que domaine scientifique. Ils pensaient qu'il était possible de fabriquer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'était, à vrai dire, une idée assez audacieuse à une époque où les ordinateurs remplissaient des salles entières. Avançons maintenant rapidement jusqu'à un moment qui a véritablement captivé l'imagination du monde. Nous sommes en 1997. Un super ordinateur nommé Deep Blue, construit par IBM, réalise quelque chose d'extraordinaire. Il bat aux échecs Garry Kasparov, champion du monde en titre, dans des conditions normales du tournoi d'échecs. Il s'agit d'une étape importante qui a montré que l'IA pouvait non seulement imiter, mais aussi défier les capacités cognitives de l'humain. Cet événement a suscité à la fois l'admiration et le débat. C'est alors qu'il était normal de se poser la question, les machines peuvent-elles penser ou ne font-elles que traiter des informations de manière complexe? Avançons à un autre moment important. En 2011, Watson, un autre super ordinateur d'IBM, a participé au jeu télévisé Jeopardy contre 2 des plus grands champions de l'émission. Il faut savoir que Jeopardy ne consiste pas seulement à connaître des faits. Il faut comprendre les nuances de langage, comme les jeux de mots ou les énigmes. Et malgré cette apparente difficulté, Watson a gagné, démontrant la capacité d'un système d'IA à comprendre et à traiter le langage humain d'une manière qui était auparavant inimaginable. Il existe d'autres événements marquants, mais Deep Blue et Watson illustraient déjà bien les prouesses techniques de l'IA. Ils symbolisaient l'incroyable potentiel des systèmes d'IA. Ils pouvaient apprendre, s'adapter et même surpasser les humains dans des tâches spécifiques. Cependant, si aujourd'hui une présentation sur l'IA est apparue comme nécessaire, c'est parce que sur ces derniers mois, cet incroyable potentiel s'est concrétisé avec force par de nouveaux systèmes d'IA appelés génératifs, comme ChatGPT
Llama ou Mistral pour la génération de texte, comme Midjourney ou DALL-E pour la génération d'images, comme Deepfake pour la modification de vidéos. Entre Deep Blue, Watson et ChatGPT et Midjourney, il y a un véritable fossé. Nous l'observons depuis quelques mois, mais ce fossé résulte en réalité d'avancées faites depuis les années 2010. Ces grandes avancées ont été permises à la suite de deux éléments majeurs. La disponibilité croissante des grandes quantités de données, alimentées par la croissance de l'Internet, mais aussi des technologies du numérique. Et l'autre élément, c'est la disponibilité des GPU. Ce sont des cartes dans les ordinateurs qui permettent de réaliser des calculs très complexes en très peu de temps. L'IA n'est plus un sujet de science-fiction ou un simple jeu. Elle est déjà intégrée dans notre vie quotidienne depuis quelques années, à travers les recommandations sur les services de vidéo à la demande ou certains assistants virtuels sur nos ordinateurs. Cependant, ces applications de l'IA n'étaient pas aussi impressionnantes et ne soulevaient pas autant de questions que les systèmes d'IA génératifs que je viens de vous présenter. Je souhaite prendre un instant pour aller un peu plus loin sur ce qu'est l'IA. Commençons par une définition. Alors, même si celle que je vais vous proposer n'est peut-être pas acceptée par tout le monde, elle a au moins l'avantage d'être donnée par John McCarthy, qui est l'un des pionniers de l'IA. Voici sa définition. Il s'agit de la science et de l'ingénierie qui consiste à créer des machines intelligentes, en particulier des programmes informatiques intelligents. Elle est liée à la tâche similaire consistant à utiliser des ordinateurs pour comprendre l'intelligence humaine, mais l'IA ne doit pas se limiter aux méthodes qui sont biologiquement observables. Je voudrais m'arrêter sur 3 points. L'IA est une science. Alors je souligne juste ça, parce que parfois il y a un abus de langage qui est fait, on parle que l'IA réalise ça, on parle de l'IA. L'IA, c'est la science. Et donc, je tâcherai de parler par la suite de systèmes d'IA ou de modèles d'IA. Mon second point, les systèmes d'IA sont des programmes informatiques, présentant une sophistication différente des programmes qui vous permettent, par exemple, de prendre vos billets de train. Et mon troisième point peut être résumé par la question suivante. Est-ce que l'IA consiste-t-elle à simuler l'intelligence humaine? Parfois, mais pas toujours, et ni même habituellement. Certaines méthodes suivent des logiques observées chez l'humain ou les animaux, et d'autres, pas du tout. Car elles impliquent parfois des calculs bien plus complexes que ce que l'humain peut faire. Alors, pour le formuler autrement, l'IA est la science qui vise à développer des systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine. Traduire un texte, détecter des objets sur des images, sur des vidéos, détecter une émotion sur une image, décrire une image, comprendre un texte et le résumer, transcrire un discours oral en texte, transformer des images. L'IA peut être décrite depuis de nombreux points de vue, mais pour respecter le temps qui m'a été donné, je ne vais prendre qu'un seul de ces points de vue, qui, selon moi, aide à comprendre un peu le fonctionnement des systèmes d'IA. Ce point de vue peut se résumer par la question suivante. Comment créer un système d'IA ? En général, la création d'un système d'IA requiert avant tout un problème, une tâche à résoudre. Pour ne pas multiplier les complexités, je vous propose de prendre le problème suivant, détecter des chats sur des images. Et ce que nous voulons ultimement, est un système d'IA à qui on fournit une image et qui nous fait un retour indiquant la présence d'un chat ou non. Par exemple, lorsqu'on donnerait une image d'un chat au système, celui-ci analyserait l'image et ferait un retour à l'utilisateur. On pourrait imaginer un message sur une interface qui indiquerait la présence ou non d'un chat. De la même façon, pour une image sans chat, le système d'IA nous indiquerait l'absence de chat. Alors, nous avons défini la tâche ou le problème que le système d'IA devra résoudre. Pour créer un tel système, deux grandes étapes sont nécessaires. Et je voudrais m'arrêter sur ces deux éléments parce qu'ils sont importants pour la suite. Une étape d'apprentissage et une étape de vérification. L'apprentissage est l'étape où le système ou le modèle d'IA va être formé. Pour faire simple,
3 éléments sont nécessaires. L'architecture d'un modèle d'IA, qui correspond à une suite de calculs. Il existe une très grande variété d'architectures, avec des architectures de référence, et d'autres adaptées pour des tâches spécifiques. Ces architectures sont parfois inspirées de l'intelligence humaine et d'autres pas du tout. Celles-ci ont été trouvées par l'expérience, par la logique, mais aussi en bidouillant tout simplement. Vous pouvez considérer ces architectures comme une machine qui exécute une suite de calculs mathématiques, mais avec de très nombreux paramètres, au-delà des millions. À cette étape, l'architecture est vierge, non entraînée, pour réaliser la tâche qui nous intéresse. Pour le dire autrement, aucun de ces paramètres n'est fixé. C'est comme si on avait un ensemble de potentiomètres à côté d'une machine, tous pour l'instant sont à 0. Et donc pour que le modèle détecte correctement les tâches, il faut trouver la bonne valeur de chacun de ces paramètres. Et pour cela, eh bien, il nous faut des exemples. Ce que nous appelons par exemple, une base de données d'apprentissage. Il s'agit d'une base de paires d'informations, avec la donnée en entrée du système et la donnée en sortie. Ces paires sont construites à la main, par des humains, par des experts, pas dans ce cas parce que c'est assez simple, mais il y a aussi des entreprises spécialisées dans ce type de tâches. Le nombre d'exemples nécessaires à apprendre une tâche varie selon la tâche. Attention, mon exemple de tâche ici s'appuie sur une paire d'images et de valeurs. Mais pour d'autres tâches, cela pourrait être une image, une paire de textes, une paire d'images, une vidéo et un texte pour la description automatique de vidéo, ou un texte et une image pour la génération d'images avec Midjourney. Le troisième élément est l'algorithme d'apprentissage. Celui-ci va changer les paramètres, les potentiomètres en fait, du modèle d'IA, en utilisant les paires d'exemples qu'on a eues juste en bas. De telle sorte que si une des images vues en apprentissage est donnée au modèle, eh bien la bonne réponse est donnée en sortie. Alors, une fois le modèle entraîné, nous passons à une phase d'évaluation. Il est important que cette évaluation se fasse sur des données que le modèle n'a jamais vues. Un peu comme un apprenti ou un étudiant qui, lors d'un examen, reçoit un exercice qu'il ou elle n'a jamais vu auparavant. Car c'est ainsi qu'on peut vérifier si l'apprenti ou l'étudiant a vraiment compris la logique derrière et n'a pas juste appris bêtement les réponses à toutes les questions. Cette phase nécessite donc une autre base, une autre paire d'informations que le modèle n'a jamais vues avant. Les résultats du modèle sont alors collectés pour chacune de ces images et sont comparés en fait, aux réponses attendues. De là, des indicateurs peuvent être calculés, comme par exemple le pourcentage de bonnes réponses. Ça, c'est important pour pouvoir juger la performance du modèle, mais aussi le comparer avec d'autres modèles. Alors, je voudrais peut-être prendre un peu de temps pour vous donner une intuition sur comment en fait, ces modèles parviennent à réaliser des tâches comme détecter des images sur des chats sur des images ou des voitures. Alors, je vais prendre l'exemple des voitures parce que malheureusement, ce que je voulais, je ne l'ai pas trouvé pour les chats. Alors, le mécanisme derrière est l'apprentissage de motifs. Ça peut être dans une phrase ou dans une image. Et ces motifs existent à différentes échelles. Il faut comprendre que lorsqu'on donne une image à un ordinateur, lui, il ne voit pas d'image, il voit une suite de chiffres. Et la couleur rouge n'a pas de sens pour lui. Lui, ce sont des chiffres qu'il voit. De la même façon, une droite, pour lui, c'est une suite de chiffres qui n'a pas forcément de sens. Mais on peut imaginer qu'une droite blanche eh bien, va présenter, vu que ça, on peut imaginer que deux blancs vont avoir à peu près la même valeur, eh bien la machine peut trouver des motifs en fait, sur cette image. Et c'est ça qui va permettre à l'algorithme de comprendre ce qu'il voit. Je vous avais dit que les paramètres qui constituent, je vous avais parlé des paramètres qui constituent les modèles, ceux-là en fait jouent le rôle de filtre. Et ils vont réagir de manière positive ou négative si le motif qui est associé à ces filtres est présent ou pas sur l'image. Je vais rendre ça un peu plus concret. Ça, c'est un détecteur de voiture sur une image qui est basé juste pour... c'est basé sur
un type d'architecture qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs, très à la mode. C'est une architecture qui est devenue un peu une référence depuis les années 2010. Et ce que je vous ai montré là, en fait, ce sont des filtres qui sont présents dans ces modèles. C'est un moyen de visualiser eh bien, les opérations mathématiques que font les modèles d'IA. Et ces filtres que vous voyez ici, ces petits carrés, en fait, se déplacent le long de l'image. Et lorsque le motif qui est présent sur le filtre est présent aussi sur l'image, eh bien, il y a une réponse positive qui est donnée pour cette région de l'image. Et cela est fait pour tous ces filtres. À vrai dire, il y a bien plus de filtres que ça. Et toutes les réponses de chacun de ces filtres vont être agrégées et vont être données à un algorithme qui va permettre de décider s'il y a une voiture ou pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces filtres dérivent des paramètres que j'ai mentionnés auparavant, et ces paramètres, au début, sont égaux à 0. Et l'algorithme, lui, en utilisant les exemples, va fixer les valeurs de ces paramètres, et en fait fixe ces filtres que vous voyez, et donne cette apparence un peu psychédélique. À gauche, ce que vous voyez, en fait, ce sont des filtres qui sont un peu grossiers. Les détails sont plutôt gros. Et si vous allez à droite, vous allez observer, par exemple, des petits cercles. Et à vrai dire, vous allez même observer des pneus. Sur les premières cases en haut à gauche, ce que vous observez, ce sont des pneus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce n'est pas un humain qui a donné ça à la machine. C'est la machine qui, toute seule, a comprise qu'en fait, il fallait regarder, il fallait trouver des motifs de roue pour repérer une voiture. Ça, c'est fait grâce aux exemples, mais aussi à l'algorithme d'apprentissage. Alors, plus de données d'entraînement, plus il y a de données, bien sûr, et plus de données variées et pertinentes sont données à l'algorithme, plus la compréhension du monde que va avoir le modèle va être affûtée, et plus le modèle sera efficace. Alors, j'espère que ces considérations, peut-être un peu techniques, vous ont permis au moins d'avoir l'intuition dans le fonctionnement, mais aussi la construction des systèmes d'IA. Maintenant, je vous propose de regarder à quelques exemples d'application des systèmes d'IA. Nous avons bien sûr les systèmes de recommandation qui certes peuvent vous encourager à consommer davantage, mais aussi à consommer mieux. Vous avez aussi la reconnaissance et la synthèse de voix qui vous permet de demander à Alexa si la ligne 4 fonctionne toujours ou d'écrire un email à voix haute. Cela peut être aussi un incroyable outil pour les personnes en situation de handicap. Si vous couplez cela à un traducteur en temps réel, vous pourrez profiter de certains pays sans même en connaître la langue. Les véhicules autonomes qui ont attiré l'attention ces 10 dernières années sont un domaine d'application très riche pour l'intelligence artificielle. Vérifiez qu'une carte électronique avec 100 composants ont été correctement montés, ou vérifier, détecter les cookies défectueux sur une ligne de fabrication. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sont des tâches qui sont fatigantes et on sait qu'elles sont sujettes à l'erreur humaine. Eh bien, la détection automatique de défauts en industrie existe depuis plus de 20 ans, mais l'IA a permis d'en améliorer les performances. Toujours dans l'industrie, les techniques d'IA sont utilisées pour fournir des prédictions toujours très pertinentes pour organiser le travail. J'ai un ami, par exemple, qui a élaboré un algorithme fournissant une estimation robuste des stocks nécessaires d'un produit à 12 mois. L'IA intéresse aussi les banques et les assurances, non pour la prédiction de gains ou de pertes, mais sur la détection de fraude. Et ce, en analysant de vastes quantités de données en temps réel, en identifiant des motifs, des comportements inhabituels. Un aspect où je suis un peu plus à l'aise est l'aide au diagnostic et à la chirurgie. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard avec un exemple. Toujours dans la médecine, les modèles d'IA, sans être le résultat d'une recherche, peuvent aider à la recherche. Par exemple, AlphaFold, développé par l'entreprise DeepMind, est un système d'IA qui prédit le repliement des protéines, avec une précision remarquable. Ce modèle d'IA permet une meilleure compréhension des structures de protéines et donc d'améliorer, d'accélérer significativement la découverte de médicaments pour les maladies complexes. À vrai dire, on parle pour AlphaFold vraiment de révolution.
Il y a plein d'autres domaines d'application. Les modèles d'IA peuvent aussi être très utiles pour le suivi temporel de grandes zones de terre cultivées, mais aussi du ciel, de la nature et des populations. Utiles car ces modèles permettent d'analyser ces grandes quantités de données, de modéliser le comportement d'objets, de la nature, de la population, afin de détecter des événements particuliers et de mieux répondre à ces derniers. Nous pouvons voir la variété d'applications des systèmes d'IA, mais je voudrais détailler un exemple qui illustre l'intérêt de cette technologie. Dans une conférence à laquelle j'ai assisté, un cadre des urgences d'un hôpital français faisait un retour d'expérience sur l'utilisation d'un système d'IA commercialisé pour détecter des fractures auprès de patients aux urgences. Alors, avant d'utiliser ce système, une étude a été faite sur les données passées dans ce même service d'urgence. Et cette étude avait montré que la grosse partie des fractures manquées, c'est-à-dire non détectées par les urgentistes, l'avait été en soirée. Et un fait intéressant, c'est que c'est vers 3 heures du matin qu'il y a le plus d'erreurs. Alors on peut se demander comment ils ont été capables de savoir qu'il y avait une erreur. C'est que le patient souvent revenait par la suite. Alors c'est à 3 heures du matin qu'il y avait le plus de manqués. Cela se comprend car c'est le milieu de la nuit. Il est normal que l'esprit humain ne soit pas si affûté, soit pas le plus affûté à ce moment-là, malgré les efforts du corps médical. Un autre fait expliquant cette fatigue professionnelle avait été rapporté par une autre cadre lors de cette conférence. Ils observaient un afflux croissant de radiographie aux urgences. Alors, que s'est-il passé lorsqu'un logiciel commercial de détection de fractures sur une radio a été intégré à la pratique clinique? Le nombre de ratés a diminué durant la nuit. Alors, cela s'explique par le fait que les performances des systèmes d'IA ne changent pas. Elles sont les mêmes à 10 heures qu'à 3 heures. Entre guillemets, les systèmes d'IA ne se fatiguent pas. Deux autres observations intéressantes. Le système d'IA seul a montré des performances proches du docteur junior. Et le junior, lorsqu'il est assisté de l'IA, détectait les fractures sur des cas qui étaient habituellement ratés. Alors, j'ai beaucoup apprécié cet exemple car il montre un besoin pratique, difficile à combler humainement, mais pour lequel la machine peut être une aide et pas un remplacement. Et encore, si l'utilisateur, l'urgentiste utilisait la machine, on voyait, il voyait ses performances améliorées. Pour rendre ça un peu plus tangible, je voudrais vous montrer un exemple d'une des solutions commerciales. Alors, peut-être pour ceux qui sont du fond, vous ne le verrez pas forcément. Alors, ce qui est important, c'est que le système d'IA ne retourne pas une simple réponse, un simple texte, fracture détectée. Mais ce qui est important, c'est qu'il fasse un retour visuel. Et dans ce cas, ce retour visuel s'exprime par, je ne vais pas vous appuyer sur ce bouton, mais sur 2 petits rectangles orange au niveau du poignet, qui permettent donc au docteur, ou à l'urgentiste, de voir où la fracture a été détectée et de procéder à une seconde vérification. Pour rendre cela encore plus tangible, je voudrais vous donner quelques chiffres sur les données qui sont assez représentatifs de ce qu'on peut avoir pour d'autres modèles. Pour qu'un tel système d'IA ait des performances acceptables dans un tel milieu, il faut beaucoup de données et il faut qu'elles soient de bonne qualité. Ça veut dire que pour chaque image donnée durant l'apprentissage, la présence de la fracture a été rapportée par des experts. Ce système de détection automatique, celui que je vous ai présenté auparavant, a été entraîné avec plus de 500 000 images, collectées d'une vingtaine de centres venant donc de France, d'Europe et des États-Unis. Pour avoir une donnée d'entraînement de qualité, chaque image a été examinée par 2 radiologues. Et lorsqu'il y avait un désaccord, un 3e radiologue venait et du coup décider de s'il y avait une fracture ou pas. Au total, pour cette solution, c'est 50 radiologues de surspécialité qui ont participé à la création de la base de données. Alors ensuite, pour vérifier les performances du système, il est important, comme on l'avait déjà vu,
d'examiner les performances du système sur des images qu'il n'a jamais vues. Et là, c'est une base de 60 000 images aussi provenant d'une vingtaine de centres d'Europe, des États-Unis, toujours construite à l'aide de 50 radiologues. Alors, si j'ai constitué cette liste, je l'ai faite en utilisant des exemples peut-être qui vous parlent, que vous avez déjà entendus, qui sont connus de la société, mais aussi j'ai ajouté des exemples qui sont plutôt altruistes, bons pour la société, bons pour le plus grand nombre. Cependant, comme d'autres avancées scientifiques et technologiques, l'IA présente des conséquences néfastes et de vrais dangers. Sur les conséquences néfastes, l'automatisation induite par l'IA pourrait entraîner des pertes d'emplois dans divers secteurs, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés. Toutefois, ce propos peut être nuancé par certaines études qui avancent que l'IA et d'autres technologies émergentes pourraient créer plus d'emplois qu'elles n'en supprimeraient. Alors c'est vrai que la robotique ou l'Internet pourraient peut-être donner une certaine inspiration à ce propos. Une dépendance excessive à l'égard des systèmes d'IA peut entraîner une perte de créativité, d'esprit critique et d'intuition humaine. Il apparaît donc essentiel de trouver un équilibre entre la prise de décision assistée par les systèmes d'IA et la contribution humaine. Cela rentre totalement en écho avec l'exemple que je vous ai donné auparavant sur le détecteur de fractures. Alors, ce serait une folie de penser qu'en pratique, nous n'aurons plus besoin d'experts, comme les médecins, par exemple. Les experts restent strictement nécessaires pour confirmer le bon fonctionnement des modèles d'IA et former aussi les jeux de données de demain. La vraie question est en fait comment former les nouveaux experts avec l'arrivée de tels outils. Les systèmes d'IA peuvent, par inadvertance, conserver ou amplifier des préjugés sociétaux en raison de données d'entraînement biaisées ou de leur conception algorithmique. Par exemple, en 2018, un système de recrutement automatisé d'Amazon a appris par lui-même que les candidats masculins étaient préférables aux femmes en observant les tendances dans les CV à prédominance masculine de la main-d'œuvre d'Amazon. C'est pour cela que plus tôt, je soulignais l'importance d'avoir une donnée de bonne qualité. Maintenant, je pose une question ici. Qu'est-ce qui nous assure que nous, humains, soyons capables, dans tous les domaines, de créer des données de bonne qualité sans aucun biais ? Surtout dans certains domaines, comme le social, où ça peut paraître pas forcément évident. En raison de leur complexité, les systèmes d'IA peuvent avoir des comportements inattendus et prendre des décisions aux conséquences imprévues. Cette imprévisibilité ou incertitude peut avoir des conséquences négatives pour les individus, les entreprises ou la société dans son ensemble. Cela est un problème pour des modèles complexes, très complexes, comme ChatGPT ou Midjourney. Ceux construits pour des tâches bien plus précises, bien plus restreintes, comme la détection de fractures, sont moins sujets à ce type de phénomène. Alors, sur les dangers, maintenant nous avons la désinformation, par la modification de vidéos, d'images, de sons, qui au final représente un véritable danger pour chaque individu, mais aussi pour les sociétés. Je pense que vous avez tous vu des exemples de ce type de manipulation. Tout récemment, durant le mois de janvier, alors que les électeurs du New Hampshire aux États-Unis s'apprêtaient à voter dans le cadre de la primaire de l'État, de nombreux votants affiliés au Parti démocrate ont reçu un appel de Joe Biden qui les incitait à faire l'impasse sur le vote. Il s'agissait, à vrai dire, d'une voix générée par un modèle d'IA générative. ChatGPT peut fournir, à qui le demande, du code informatique pour s'introduire dans le réseau d'une entreprise et demander une rançon ou demander des codes pour automatiser l'envoi d'emails frauduleux. Cela rend plus accessible des outils qui portent atteinte à la sécurité des structures, mais aussi de la vie privée, favorisant la cybercriminalité, petite mais aussi grande. Peut-être pour donner un exemple de ce potentiel et donc à quel point il faut faire attention, on peut imaginer qu'un hacker collecte tous les posts de vos réseaux sociaux, des réseaux sociaux, on va dire, d'un enfant, qui est devenu, d'un enfant devenu adulte,
Et ce hacker entraîne un ChatGPT pour mimer le style d'écriture de cette personne. Alors ce hacker pourrait se faire passer pour cette personne et demander par exemple une certaine somme d'argent à un proche, à un parent, prétextant une situation urgente et délicate. Et sous l'urgence et l'intensité de la situation, il serait difficile à ce parent de repérer l'arnaque. Même si, ça pourrait aussi, si ce même hacker collecte des images, des vidéos, des sons, il ou elle pourrait même vous appeler en visio et se faire passer pour cette personne. Si j'utilise cette illustration, c'est que c'est possible et il y a quelques exemples déjà. Alors je vous encourage juste à garder la tête froide et à tempérer dans ce genre de situation. Enfin, un danger assez important est l'automatisation en fait, offerte par les modèles d'IA et ses performances aussi pour détecter des objets sur des images ou des vidéos qui peuvent permettre l'essor d'un armement autonome piloté par l'IA, écartant l'humain des processus décisionnels critiques. Alors, derrière tous ces dangers se trouvent d'innombrables débats de sécurité, d'économie, de géopolitique, mais surtout d'éthique. Maintenant que nous avons vu les avancées possibles avec l'IA, et ses dangers et ses risques, nous sommes prêts pour nous poser la question suivante. Quel est donc le débat autour de l'IA ? Je n'ai pas trouvé de meilleure phrase que celle de Sami Biassoni, un docteur en philosophie dans la revue Front Populaire numéro 14 consacrée au transhumanisme. Voici sa réponse. L'IA nous propose un dilemme moral à ce stade soutenable, celui de la compensation d'un risque lointain mais important s'il survient, par des avantages certains, à courte et moyenne échéance. Autrement dit, sommes-nous d'accord pour prendre tous ces risques et ces dangers, déjà actuels pour certains, pour bénéficier des avantages que nous apportent ou apporteraient ces technologies ? Pour être franc, je ne vois pas quoi répondre de plus à cette question. Celle-ci, à vrai dire, me paraît même un peu obsolète, parce qu'il me paraît naïf de croire qu'on arrêterait toute avancée de l'IA. En mars et en avril 2023, des chercheurs et des chefs d'entreprise avaient demandé une pause de 6 mois. Je pense que vous l'avez dû entendre, une pause de 6 mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle, car inquiets des risques que pourraient représenter pour la société les robots conversationnels comme ChatGPT. En pratique, il y a d'autres modèles qui ont été proposés durant ce temps, et pour moi, ça a été difficile de voir si cette pause a été respectée. Il apparaît clair que c'est la régulation qui doit être visée. D'ailleurs, c'est ce qu'encourage Geoffrey Hinton, un des 3 pères de l'IA moderne, qui justement a quitté son poste à Google. Comme pour les armes chimiques ou nucléaires, des instances doivent mettre en place des régulations. L'Union européenne et les États-Unis y travaillent. D'ailleurs, Mathieu m'a partagé hier soir un article du Monde rapportant que les 27 États membres de l'Union européenne avaient ce vendredi approuvé l'Artificial Intelligence Act, il s'agit d'une législation au niveau mondial pour réguler les systèmes d'IA en les rendant sûrs, traçables, transparents et non discriminatoires. Une idée, par exemple, est de mettre des contraintes selon le niveau de risque de l'application. En parallèle de ces régulations, des contre-pouvoirs vont se mettre en place, dirigés également par des chercheurs. Un programme appelé Glaze permet de protéger des images créées par des artistes. Ce programme modifie certains pixels de l'image d'une certaine manière, empêchant en fait, les modèles d'IA génératifs d'apprendre de ces images. Cela offre un moyen en fait, aux artistes de protéger leurs droits, la propriété artistique. Des outils comme Deepware permettent de détecter si une vidéo ou une image a été modifiée ou générée par l'intelligence artificielle. Et il n'y a pas que les pirates informatiques qui utilisent ChatGPT, les défenseurs aussi. Donc, pas de l'arrêt de l'IA, mais des régulations, des contre-pouvoirs aussi, pour réduire les risques que nous avons vus. Au début de ma présentation, je vous avais dit vouloir tirer profit de cette occasion pour réfléchir à cette science avec ma foi.
En effet, en tant que chrétiens, je crois que Dieu nous a créés à son image. Il n'est pas question de ressemblance physique, mais d'esprit et de cœur. Et nous, humains, avons créé l'IA, entre autres. Et cette IA, peut-être, porte aussi certaines images de nos personnes. Cette remarque a été pour moi le point de départ de quelques réflexions que je souhaite vous partager ce soir pour le reste de la présentation. Je vous propose donc de regarder ce que l'IA dit de nous, êtres humains. Lorsque je regarde aux enthousiastes de l'IA, je peux y trouver des passionnés de technologie, des personnes qui y voient une véritable force pour le bien commun, mais aussi des personnes qui regardent l'IA comme un rouage essentiel au développement d'un meilleur être humain, d'un homme augmenté, d'un homo deus, d'un homme qui se prend pour un dieu. Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, vient d'avoir l'autorisation d'évaluer ses puces cérébrales auprès de jeunes personnes tétraplégiques ou atteintes de la maladie de Charcot, en vue de leur donner, par exemple, la capacité de contrôler un téléphone, un ordinateur, et donc de mieux interagir avec le monde. On pourrait imaginer que par la suite, ils puissent contrôler un exosquelette. Il reste néanmoins raisonnable de penser que d'autres intentions se cachent derrière. Imaginez pouvoir contrôler des objets sans contact par le cerveau. Imaginez avoir la connaissance du monde à votre cerveau. Alors on pourrait croire que je parle de Dieu, mais en fait je parle de ce qu'on appelle un peu le désir du transhumanisme. Ce dernier cherche à mettre l'être humain au niveau d'un Dieu en tuant au passage la mort. D'ailleurs, c'est peut-être avec cette intention que des entreprises proposent de donner vie aux photos de vos ancêtres, ou de créer des robots conversationnels entraînés à l'aide de données au préalable enregistrées par ces derniers lorsqu'ils étaient en vie. Certains disent que cela aide les familles et amis à faire le deuil, et d'autres soulignent la dépendance que cela peut créer. En écoutant les discours de ces enthousiastes, qu'on peut dire extrêmes, j'y perçois un désir qu'en tant que chrétien je connais bien. Un désir pour une nouvelle création, en réponse aux souffrances de ce monde et aux difficultés de la vie. Cependant, pour le transhumanisme, cette nouvelle création sera terrestre et passera par deux éléments. L'amélioration du corps humain, voire son transfert sur un support éternel, et l'acquisition d'une intelligence absolue. Le transhumanisme voit dans l'intelligence le moyen de se sauver, de se faire peut-être le Messie de l'humanité. Et là, ma foi m'interpelle. Considérer l'intelligence comme un moyen de devenir un Dieu est un plan peu recommandé. Dans le jardin d'Éden, le serpent tâche de convaincre Ève dans ce sens. Mais alors qu'Ève et Adam ont mangé le fruit de l'arbre jugé comme interdit, le statut de Dieu est difficile à cerner, même encore maintenant. L'Ecclésiaste aussi exprimera par la suite que la puissance de l'intelligence est illusoire, vanité. Et cela m'amène donc à la question, pouvons-nous résumer l'être humain à son intelligence? Parce que si c'est le cas, il est normal de penser que nous sommes proches de créer une entité similaire à l'humain. Toutefois, je trouve cette définition incomplète. Et moi, je serais tenté d'y ajouter aussi la volonté. Et c'est là que nous rejoignons notre second groupe. À côté des enthousiastes, nous avons les craintifs de l'IA. Il est normal d'avoir peur si on considère les imperfections de l'IA ou ses biais. Imaginez des imperfections lors d'une chirurgie entièrement contrôlée par une intelligence artificielle ou les biais dans les systèmes de recrutement. Ce second groupe met en lumière aussi notre caractère imparfait, nos défauts de cœur, nos tendances pour des comportements injustes, néfastes. Les modèles d'IA apprennent sur des données de la réalité, avec les imperfections que nous, humains, avons insérées, à cause peut-être d'une incapacité ferme, mais aussi à cause de la faiblesse de nos cœurs. Si les données sont injustes, c'est parce que notre jugement aussi n'est pas bon. Alors nous ne pouvons pas attendre que les modèles d'IA dépassent nos faiblesses. Je trouve que les modèles d'IA reflètent nos défauts et que la double utilisation que nous pouvons en faire illustre peut-être ce que Paul disait dans sa lettre aux Romains,
car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je reviens à mon groupe des craintifs de l'IA, je perçois une autre crainte, celle du Terminator ou du Frankenstein. La crainte d'une émergence, d'une volonté dans les systèmes d'IA. Cette crainte a une source particulière et pour être honnête, j'ai eu du mal à les cerner. Et je profite, je tiens à remercier brièvement une collègue de travail qui se reconnaîtra parce que peut-être elle regardera la vidéo et qui m'a partagé en fait un podcast de France Inter, Le Code a changé, intitulé Un catholique face à l'IA. Et ce podcast m'a beaucoup aidé à cerner la source de la peur pour les craintifs et la source de l'espoir pour les enthousiastes. Et cette source, c'est l'incertitude. L'incertitude présente dans les systèmes d'IA. En effet, les derniers modèles d'IA présentent une complexité presque abyssale, avec des dizaines, des centaines de millions de paramètres menant à un nombre de calculs gigantesques. Pour les scientifiques, ces modèles nous échappent. Et c'est là que nous pouvons parler d'incertitude. Pour le transhumanisme, cette incertitude laisse une place, une opportunité pour qu'émerge une volonté, quelque chose de divin. Pour les moins enthousiastes, cette incertitude laisse planer la peur de l'inconnu, le manque de contrôle. C'est aussi dans cette incertitude que nous pouvons avoir l'impression que la créativité est une caractéristique humaine que les modèles d'IA ont déjà. Je vous ai déjà montré cette image au début de la présentation. Il s'agit d'une image générée par Midjourney, mais c'est aussi une image qui a gagné le premier prix dans la catégorie art digital et photos retouchées numériquement d'un concours d'art qui s'est déroulé en 2022 au Colorado, aux États-Unis, en prenant de court tout le monde, parce que tous les autres avaient été faits par des humains. Après l'intelligence, est-ce que l'humain se résume à sa créativité ? Cet exemple pourrait laisser croire que non, mais nous pouvons continuer de penser à nos musiques préférées, regarder la nature ou même penser à la gastronomie. J'ai du mal à penser que en fait, notre créativité n'est peut-être pas peut-être plus petite que celle de l'IA. Moi, je pense qu'elle est bien plus grande. Mais alors, que reste-t-il ? Qu'est-ce qui nous distingue en fait des modèles d'IA, des machines ? Bien, je pense que l'amour est ce qui nous reste. Pas juste l'amour d'un couple, mais la capacité d'aimer sa moitié, ses proches, ses amis, ses prochains. Alors, pour aller un peu plus loin, on pourrait me rétorquer, qu'il est possible de ressentir des émotions face à un système d'IA. Toutefois, l'apparition de bonnes sensations, de bons sentiments que nous jugeons bons ou bonnes, n'implique pas forcément que la source ou cause de ces sensations est bonne. Peut-être le raccourci rapide, mais on peut penser aux drogues, qui peuvent procurer de bonnes sensations, mais qui, au-delà, présentent quand même un danger pour la santé. Et créent aussi une addiction, transformant l'utilisateur en esclave. Des entreprises et des travaux de recherche visent à créer des robots conversationnels pour aider des personnes qui souffrent d'anxiété sociale ou qui ont des difficultés à nouer des relations sociales. Un avatar numérique pourrait offrir un espace sûr et sans jugement pour explorer, par exemple, les émotions et les désirs. Ces avatars seraient considérés comme une thérapie pour la personne en difficulté, mais ça pourrait être une thérapie pour la personne en difficulté, mais dans la mesure où ça pourrait lui permettre de regagner de la confiance et aussi peut-être de l'aider à évoluer dans des milieux avec plus d'humains. À cela s'ajoute aussi la tendance assez néfaste des petites amies IA qui gagnent en popularité auprès des hommes. Il s'agit d'avatars numériques avec une voix qui leur sont propres et un corps généré aussi artificiellement. Et là, je me dis que l'IA quand même nous montre un côté obscur. Et ce côté obscur m'inquiète, c'est celui qui m'inquiète le plus. Le durcissement de notre cœur. Il s'agit peut-être aussi de notre paresse à accepter les imperfections des autres, ou notre orgueil de croire que nous sommes parfaits, que c'est l'autre qui devrait changer. J'ai peut-être tort sur les avatars numériques à visée thérapeutique, et je l'espère car il serait possible que ces systèmes isolent encore plus les personnes qui les utilisent. Il y a néanmoins un vrai travail qui doit être fourni pour assurer
que la tâche soit bien réalisée. Quant aux petites amies IA, elles offrent aussi un espace facile, sans jugement, mais elles vont plus loin. Elles ne requièrent plus aucun effort de la part de l'utilisateur. Mon inquiétude est que ces systèmes d'IA nous rendent plus égocentriques, moins tolérants à ce qui fait une de nos spécificités en tant qu'humains, qu'on peut appeler le désordre acceptable de nos comportements, de nos réactions, de nos phrases, qui, vous l'expérimentez sans doute, travaillent à l'amour et à la délicatesse que nous souhaiterions avoir envers les gens qui nous entourent. Se défaire de ce durcissement du cœur me paraît donc salutaire pour que nous restions capables d'aimer. L'amour est fait de cœur et de sang. Il ne peut pas être fait de calcul humain ou de calcul numérique. Le sang nous sépare des machines. Et pour les chrétiens, la preuve d'amour que Dieu a donné envers des humains imparfaits est marquée par du sang qui a coulé. Le sang de son Fils qui s'est fait homme et pas machine. L'incertitude résidant dans les modèles d'IA nous trouble et nous remplit peut-être d'illusions teintées de crainte ou d'excitation. L'IA nous oblige à réfléchir sur ce qui nous définit en tant qu'être humain. Il nous oblige aussi à chercher nos spécificités. Et personnellement, c'est là que je peux rejoindre ma foi à un Dieu créateur qui, à son image, nous a fait à son image que nous aurons du mal à mettre dans nos créations, que sont les systèmes d'IA. Pour conclure, intelligence artificielle. Alors, artificielle, oui, mais pas intelligence. Nous sommes loin d'une intelligence. Pour réaliser des tâches précises comme détecter des fractures sur des images ou des chats, les modèles d'IA simulent parfois l'intelligence humaine par la façon dont les calculs sont réalisés. En revanche, pour avoir un échange avec une personne, les robots conversationnels génèrent des réponses aux stimuli, à nos stimuli, des réponses comme des phrases, des sons et même des expressions faciales. Mais ce que les modèles donnent en sortie sont des illusions dans ce cas. Ils simulent les humains. Ces robots pourraient réaliser des calculs pour simuler les émotions, aboutissant donc à une impression d'émotion sans vrai mouvement de cœur et de sang. Se convaincre que ces calculs peuvent faire naître des émotions ou une volonté apparaît comme une fuite en avant, pour se donner peut-être de l'espoir. Il paraît sage de se défaire de ces illusions, de considérer avec calme les risques de l'IA, d'établir des mesures de protection, de garder la tête froide pour continuer de voir les modèles d'IA comme des solutions, comme une technologie pouvant servir le bien commun, et de ne pas se rendre esclave aussi de cette technologie, en la considérant comme la solution ultime à nos soupirs et à nos souffrances. Merci de votre attention. J'aurais envie d'applaudir plus longtemps cet exposé que j'ai trouvé vraiment remarquable. Mais je pense qu'on peut conclure. Un très grand merci Mathias. On va avoir encore l'occasion bien sûr d'échanger avec notre orateur. Avant cela, comme on va couper le direct dans quelques instants, je voudrais simplement annoncer dès maintenant la prochaine soirée du 72. J'ai dit le direct, c'est pas un direct d'ailleurs, c'est un différé, mais bref. La prochaine soirée du 72, elle aura lieu le samedi 9 mars. Et elle aura pour thème Beethoven et l'espérance. Donc on change un peu de registre, mais ça sera également passionnant, j'en doute pas, avec le pasteur Marc Cheny, qui est un pasteur récemment retraité, qui a exercé longtemps en Suisse, qui est également docteur en exégèse, qui a été longtemps professeur de Nouveau Testament. Marc Cheny, donc, et qui est par ailleurs mélomane, et donc qui va pouvoir nous parler de cette relation entre la musique, spécifiquement Beethoven, et l'espérance. Donc, samedi 9 mars, à l'horaire habituel de 18h30. Voilà, ne manquez pas ce rendez-vous.